Donc voilà, le point de départ, c'est ce bouquin, hein, vous l'avez peut-être vu. Il est, alors, on va en avoir ce soir, désolé, j'en ai qu'un seul que je peux vous prêter pour que vous puissiez le feuilleter. Il est en vente maison de la presse, librairie à Saint-Gervais. Voilà. Donc je raconte dans ce bouquin qui est édité chez Glénat, une partie du livre, c'est la création des stations de ski. La création des stations de ski, c'est en France, évidemment, c'est une période assez clairement définie, c'est après-guerre. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le PLM, c'est avant-guerre. Il n'existait plus à partir de 1945, c'est la SNCF, il n'y a plus de compagnie de trains comme Paris-Lyon-Méditerranée. Donc là, les stations de ski, elles se sont réellement créées dans les années 60-70. C'est les plus grandes stations de ski. Alors ici, c'est un peu particulier, Saint-Gervais, Megève, Chamonix, puisque c'est des stations qui existaient avant. C'est des stations qui se sont créées autour de villages ou de villes existantes. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle les stations de première génération. C'est Val d'Isère aussi, c'est la Clusaz. Pour donner d'autres exemples, c'est des stations qui se sont créées, comme en Suisse, comme en Autriche, à partir de villages d'altitude ou de villes existantes. Ensuite, on a une station de deuxième génération, c'est un cas particulier, il n'y a que Courchevel qui est dans cette catégorie-là. Évidemment, Courchevel ne fait jamais les choses comme les autres. Donc ils ont une catégorie à eux tout seuls. Et puis la plupart des stations, des grandes stations internationales qui représentent la majeure partie du business du sport d'hiver en France, c'est ces grandes stations de Tarentaise, d'Haute-Tarentaise. Et celle-là, c'est la troisième génération. Puis ensuite, on a une quatrième génération qui est les stations des années 80, qui là, les ambitions sont beaucoup plus réduites, les budgets aussi. Donc c'est par exemple Valmorel, c'est la 1950, c'est Saint-Martin-de-Belleville. Voilà. Donc là, on est avec ces affiches-là, c'est super parce qu'on est dans une période un peu de transition, c'est juste avant la guerre. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette période-là? Dans cette période-là, on invente le ski moderne. Le ski, il existe depuis la préhistoire. Je ne sais pas quelle est votre connaissance du ski, mais on sait qu'il existe depuis la préhistoire. On a des gravures rupestres en Sibérie, dans l'Altaï, en Scandinavie, qui attestent de l'existence de skis. Donc on a des petits bonhommes dessinés avec des skis pointus. Donc on sait que les hommes qui habitaient dans des contrées neigeuses skiaient. Ils avaient le talon qui se soulevait pour pouvoir se déplacer, et ils avaient même des peaux de phoque. Donc c'était assez ressemblant à ce qu'on a aujourd'hui. On a retrouvé des skis qui remontent à 4500 ans en Norvège, dans des tourbières. On a retrouvé des skis qui remontent à 8000 ans. Donc voilà, ça existait et ils s'en servaient principalement sur des terrains plats pour suivre les troupeaux de rennes. Donc ça a été le ski jusqu'à à peu près 1850-1860. Et là, il se passe quelque chose en Norvège. Le ski moderne est né en Norvège. Et les Norvégiens vont essaimer à la fois la technique et le matériel dans le monde entier. D'abord en Europe, puis dans le monde entier. Donc en 1850-60, il se passe plusieurs choses en Norvège. On a d'abord quelqu'un qui s'appelle Sondre Norheim qui commence à utiliser le ski pour se marrer, pour glisser. Donc il invente des fixations, il taille le ski un peu différemment. Il a déjà une taille de guêpe, c'est-à-dire un ski qui est resserré au niveau des pieds, qui permet de tourner un peu plus facilement. Il y a les premiers concours. Alors ce qu'on appelle le combiné nordique aujourd'hui, c'est hérité de cette époque-là, c'est-à-dire du saut à ski, du ski de fond. Donc les premiers concours, les premières compétitions de ski commencent à naître en Norvège, 1860. Parallèlement aux États-Unis, ça se diffuse. On a des concours, les chercheurs d'heures qui sont mis un peu parfois, ils faisaient des concours de vitesse avec des skis de 4 mètres de long. Donc voilà, 1860-70, on commence à voir le ski moderne qui arrive. Et c'est un ski avec le talon qui se soulève. C'est le télémark aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en faites, mais voilà, le télémark, c'est l'héritier de ça. Et puis, tranquillement, fin du 19e, les Anglais commencent à s'y intéresser. Les soldats, le ski était utilisé par les militaires. La première bataille militaire utilisant des skis remonte au XVIe siècle. En tout cas, les traces qu'on en a dans l'histoire. Donc jusqu'à vers la fin du 19e, les Norvégiens diffusent ça un peu en Europe, donc les Français commencent à s'y intéresser. Rossignol écrit en 1907. Premier concours de compétition de ski en France, c'est Montgenèvre, 1905. Et puis les Anglais s'y intéressent, en Suisse, en Autriche.
Évidemment, les Anglais, ils aiment bien codifier les sports. Donc eux, ils prennent quelque chose, tac, et puis ils le codifient. Donc c'est ce que va faire Arnold Loon, qui va créer le slalom. Et puis commence à se créer deux tendances, le ski nordique et le ski plutôt alpin. Alors, le ski alpin, c'est celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est le slalom, la descente, le géant. Et le ski nordique, c'est le combiné nordique, avec le ski de fond et le saut à ski. Et petit détail intéressant, au JO de 1924, il n'y a pas de ski de slalom. Pourtant, ça existe déjà, mais il n'y a pas de slalom, parce qu'il y avait un combat encore à l'époque entre les Nordiques, qui étaient détenteurs, selon eux, de l'esprit du ski, et puis les Alpins. Premier slalom, c'est 1936, les JO de 1936. Autre moment important, c'est on va fixer le talon. Ça peut paraître anodin, mais à un moment, il y a Hannes Schneider, qui est en Autriche, à Saint-Anton, qui va fixer le talon et qui va de fait inventer la technique du ski qu'on connaît, ou en tout cas une version ancestrale. Et il va codifier toute cette gestuelle dans un bouquin, voilà, où il explique comment il faut tourner, comment il faut mettre son poids, les jambes, les bras, etc. Donc là, on a déjà le premier ski. Ça, c'est 1915-1920. Et là, on arrive à cette période-là. On arrive à cette période-là où on a déjà un matériel qui est à peu près similaire, avec un peu partout des bâtons, des fixations, on a les talons fixés. Alors là, on est encore dans le ski nordique, le ski saute. Et ça, c'est la plus ancienne, je crois, 1910. Voilà. Donc ensuite, rapidement, on arrive à ce type de ski. Donc là, vous voyez, on voit un peu la technique de l'époque. C'est intéressant, au-delà de la mode, j'aimerais tellement qu'on skie habillé comme ça, genre, avec des pantalons. Et ça reviendra sûrement, mais... Et là, on voit bien leur façon de skier. Alors, déjà, faire des grandes courbes comme ça, c'était pas évident. Ils avaient plutôt tendance à aller à peu près droit, et pour tourner, il fallait donner les grands à-coups. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des skis en bois massif. Du ski en bois massif, ça veut dire qu'il n'y avait pas de quart pour s'accrocher, il n'y avait pas de densité différente, il n'y avait pas de souplesse, il n'y avait pas d'effet ressort. Aujourd'hui, le ski, il compte beaucoup sur l'effet ressort quand vous rentrez en courbe. Mais il n'y avait pas ça, c'était un morceau de bois taillé carrément dans le tronc et auquel on donnait la forme, on relevait la spatule à la vapeur, etc. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'essaie des antiquités, alors on ne le voit pas, mais sur ce type de ski, là il y a déjà des quarts, 1930 à peu près, et une semelle en plastique. Donc déjà, ça, c'est fin des années 30. Pardon, c'est déjà moderne. Et donc pour stocker les skis, on mettait des formes pour garder la spatule. Voilà, c'était un peu compliqué, puis surtout, c'était des skis relativement longs qui se courbaient très peu. Donc la technique de ski, c'était à base de sauts comme ça, d'où l'importance des bâtons, et puis de ce style un peu particulier. Puis ensuite, avec l'évolution du ski, c'est la guerre qui marque le vrai tournant. On va inventer le lamellé collé qui va permettre d'offrir un peu plus de souplesse et puis de cohérence dans le comportement du ski, la semelle, l'écart, et puis ensuite dans les années 60 on invente la technique de sandwich qui est aujourd'hui celle qu'on utilise. Donc là on est dans une période intéressante qui est juste avant, alors là je vous parle plus de l'histoire du ski que de l'histoire des stations de ski, mais à cette époque-là, ça n'existe pas vraiment les stations de ski. Il existe des remontées mécaniques qui sont fabriquées par des individuels. Il n'y a pas de société de remontée mécanique ou de fabricants comme Bamagalski ou Montez Motino ou Leitner, tout ce qu'on voit sur nos remontées mécaniques. Les téléskis, en général, sont construits par le propriétaire du champ. Voilà. Donc, vous avez des stations à cette époque-là, et jusque dans les années 60, où vous pouvez avoir, je pense par exemple au cas de la Clusaz, vous aviez une dizaine de remontées mécaniques qui appartenaient à 10 propriétaires différents sur leur champ, et chacun avait sa petite carte avec ses points. Donc vous achetiez un ticket ou une carte avec des points pour chaque remontée. Donc c'est une époque en fait où ça bricole encore. Donc à cette époque-là, on a 3 types de remontées mécaniques. On a des téléskis. C'est pas encore le téléski à perche, il arrive un peu après, il se modernise après. Mais voilà, le premier téléski se faisait autour des années 30-36. On a des téléphériques. Et puis on a un truc qui s'appelle le télétraîneau, il n'y en a pas là sur les images.
En gros, c'est une sorte de traîneau où on s'assoit comme ça, et puis qui est tiré par câble, qui est posé sur un rail. À plusieurs? À plusieurs, ouais. Il faut en mettre 8 personnes qui sont assises dos à dos. Ouais. Et c'est soit sur un rail, soit c'est sur des patins et c'est tiré par un câble. Il y a eu 2-3 accidents mortels. Oui, Ça, c'est 45 qu'on a tout arrêté les télétraîneaux. Mais voilà, à cette époque-là, c'était les skis téléphériques. Et puis après la guerre, arrivant les télésièges, les télécabines. Donc là, on est dans une période intéressante où s'invente le ski moderne. Alors c'est marrant, sur ces affiches, on a des petits détails de fixation, les lanières en cuir. Là, on voit des gens qui montent en train. Donc ça, c'est très suisse. Hein. Non, c'est ici, c'est oui, non, mais c'est ici, mais c'est très suisse. Les Suisses ont l'habitude de monter en train. Et ça, c'est quand même un cas particulier dans les stations françaises, hein, d'être capable de monter en train pour aller faire du ski. Donc ça s'invente à cette époque-là, dans les années 20-30, une technique de ski, du matériel qui évolue énormément. Il y a les premiers JO en 24 à Chamonix, puis en 36, donc tout ça se met en place et c'est vraiment après 45 que là, l'aménagement et la création des stations de ski va vraiment prendre un essor, et c'est la période qu'on connaît tous, hein, qui est, alors à part la création de Courchevel en 45, qui encore une fois est un peu un cas particulier, toutes les grandes stations vont être construites dans les années 60. Voilà. Là, juste avant, on a Megève, on connaît tous l'histoire de Megève, la baronne de Rothschild, etc., qui ensuite va se choisir une autre station. En Suisse, c'est pareil, les Anglais vont jeter leur dévolu sur des villages de montagne, Davos, Zermatt, etc. Et puis ça va démarrer. Ça reste un sport qui est, vous vous en doutez, réservé à une élite. C'est un sport, alors c'est à la fois réservé à une élite qui a les moyens de se payer des vacances, et puis il y a tous les locaux qui commencent aussi, dont le jeune Émile Allais, qui commence à monter sur des skis. Émile Allais de Megève, voilà, il est fils de boulanger, donc il découvre les skis parce qu'il voit les touristes, et puis les touristes ont besoin, comme Chamonix, ils avaient besoin de guides pour aller en montagne, c'est les locaux, parce que c'est eux qui connaissent le mieux le terrain. Pareil pour le ski, c'est les locaux qui vont commencer à devenir moniteurs de ski. Émile Allais, c'est une trajectoire qui est intéressante parce qu'elle résume toute cette période-là. Émile Allais, dans les années 20, il habite à Megève, il découvre le ski, il est mort... c'est ça. Il est mort il y a 2 ans, il avait 100 ans, donc voilà, il est né en 1910, 1900, ouais, c'est à peu près ça. Donc lui, il découvre le ski à Megève, il se met à faire des virages, il devient un champion, un des plus grands champions français, et puis après c'est quelqu'un, comme vous le savez, qui va influencer, en fait on le sait peu, mais c'est la personne qui a le plus influencé notre façon de faire du ski en France. C'est celui qui a le plus influencé le matériel, les sports d'hiver, les canons à neige, les premiers services des pistes, c'est Émile Allais qui le crée à Courchevel. Il travaille sur les fixations avec Salomon, sur les skis avec Rossignol, sur les chaussures. Donc c'est à la fois un champion, un aménageur. Il va aux États-Unis, en Amérique du Sud, les aider à créer des stations. Il est consultant pour dessiner des pistes dans toutes les nouvelles stations dans les années 60. Flem, donc c'est lui qui va faire une piste là et là. C'est lui qui gère le RAD de Courchevel dans les années 50. Il amène des ratracs rudimentaires de l'armée américaine, il crée le premier service des pistes, parce qu'avant on damait pas, ou alors on remontait comme ça. Avec les skis pour damer. C'est Émile Allais le premier qui va poser les rouleaux derrière les dameuses, qu'il a vu ça aux États-Unis, il ramène tout ça à Courchevel. Donc Émile Allais, voilà, c'est quelqu'un qui a une trajectoire vraiment intéressante. Donc ce qui est bien, c'est juste avant, là on est juste avant la création des stations. Il n'y a pas encore grand-chose. On va dire que le vrai lancement, c'est en France, parce que c'est très particulier la France. Le vrai départ, c'est le plan neige. Le plan neige, vous avez entendu parler de ça. En réalité, au départ, il y avait encore les plans quinquennaux à l'époque. Qu'est-ce qui a supprimé les plans quinquennaux? Non, mais si je pose des petites questions qui n'ont aucun intérêt, mais c'est juste pour faire bien. C'est ça. C'est à l'époque de Sarkozy. Donc en fait, sous la présidence de Sarkozy, quand on a supprimé le ministère du Plan,
et puis les plans quinquennaux. Ouais, ça veut dire que ça a duré jusqu'aux années 2000. Donc c'est pas vraiment un plan quinquennal, le plan neige, c'est plus une politique qui va être mise en œuvre par quelqu'un qui s'appelle Maurice Michaud, polytechnicien, qui crée un service, une commission interministérielle d'aménagement de la montagne, 64, et qui l'installe. Maurice Michaud, c'est un personnage. Il bégayait, et il utilisait son bégaiement pour faire passer ses arguments. C'était très drôle, il emmerdait le monde comme ça, il bégayait. Donc c'était vraiment un personnage qui a créé les stations de ski en France. C'est lui qui a été la cheville ouvrière. Maurice Michaud, il dit le CIGAN, le Comité interministériel d'aménagement de la montagne, qui se transforme en 1974 en SEATM, que vous connaissez peut-être. Et il dit, moi je veux l'installer à Chambéry, pas à Paris. Bon, déjà il était assez visionnaire, il décentralise, et c'est lui la cheville ouvrière, c'est-à-dire qu'il va représenter la puissance de l'État dans l'aménagement des stations de ski. Et ça, c'est une particularité très française. Chamonix, Megève, Saint-Gervais, c'est très différent. Ce sont des stations, comme je vous l'ai dit, qui sont développées à la Suisse, à l'autrichienne, autour de villages existants, on construit des remontées mécaniques. Aujourd'hui, c'est un peu emmerdant. Pour aller skier à Chamonix, il faut prendre le bus pour passer d'un domaine à l'autre. Comme en Italie, comme en Suisse, comme en Autriche. Voilà. C'est créé autour d'un village existant, donc on fait avec. Et puis dans les années 60, on va créer des stations intégrées avec un front de neige. Voilà. Le front de neige, avec toute la remontée qui part du front de neige. Le front de neige, c'est à la fois les habitations, puis en dessous, vous avez une galerie marchande abritée avec les commerces. Et puis de l'autre côté, c'est les routes qui arrivent, côté nord, les routes arrivent, les parkings et les quais de livraison. En gros, ça c'est la théorie. Une très bonne illustration de ça, c'est les menuires. Voilà. L'arc de cercle avec les immeubles, et puis vous avez la route, le parking, et puis de l'autre côté, une fois que vous êtes dans votre appartement, vous avez vu sur les pistes, et puis vous ne touchez plus votre voiture. Voilà. Ça c'est le principe des stations intégrées. C'est dans une version un petit peu plus intéressante et un petit peu plus travaillée, c'est les arcs, c'est Tignes, il n'y a pas vraiment de front de neige, un peu plus anarchique. Bon, voilà. En fait, la théorie était peu appliquée, la Plagne aussi un petit peu. Le plan neige, c'est le vrai lancement de la création des stations de ski en France. Et encore une fois, j'insiste, les stations de ski intégrées, c'est celles qui aujourd'hui génèrent le plus de business. Donc, on parle beaucoup d'elles parce que le ski, si vous voulez, les stations de Tarentaise et Haute-Tarentaise représentent en termes de journées skieurs 55% des journées skieurs vendues en France. Ça veut dire que les 11 stations de Haute-Tarentaise représentent autant de business de ski que toutes les autres stations françaises, y compris les stations de Haute-Savoie, des Alpes du Sud, des Pyrénées, tout ça. Donc, si vous voulez, il y a quand même une grosse disproportion. Donc, on parle beaucoup de ces stations-là parce que, elles touchent énormément de monde. Donc, le plan neige, années 60, Maurice Michaud est au cœur du système. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se balade en hélico dans les Alpes. Il repère des lieux avec son équipe pour créer des stations. Ensuite, il va trouver un promoteur qui a de l'argent et qui veut construire la station. C'est Val d'Isère, c'est Tignes, c'est le Corbier, c'est toutes ces stations-là. C'est les Menuires, un petit peu particulier, Val Thorens. Vous avez Méribel, qui a un cas particulier qui ressemble un peu plus à ce qui s'est fait ici, avec un village existant déjà dans les années 30 qui se développe sous l'influence d'un colonel anglais. Ils sont un peu moins rentrés dans le plan neige, sauf peut-être Motarec à la station dessus. Pareil, front de neige, etc. Donc Maurice Michaud, il va trouver le lieu, il va trouver l'investisseur, et puis il va discuter avec le maire, et puis il va mettre tout le monde d'accord. Et il va éventuellement mobiliser les services de l'État, faciliter l'obtention des permis de construire, et puis peut-être aussi permettre l'obtention de prêts. Il y avait encore des prêts de reconstruction d'après-guerre, qui souvent étaient un petit peu détournés, un peu utilisés. Voilà, bon bref, il fait la sauce, parce qu'à cette époque-là, toute l'administration, et c'est vraiment différent d'aujourd'hui, toute l'administration était « il faut construire des stations ». Donc il y avait un vrai engouement, il y avait une vraie énergie pour construire ces stations. Et ça a extrêmement bien marché, avec des défauts bien sûr, hein. Aujourd'hui c'est pas parfait. Il n'empêche qu'en 64,
74, en 10 ans, Michaud, alors Michaud il meurt en 73, mais en 10 ans, en moins de 10 ans, il va créer les plus grandes stations du monde. Il ne faut pas oublier que les grandes stations françaises, si je reprends encore les stations de Tarentaise et les stations intégrées, sont les plus grandes stations du monde. Les Américains n'ont pas des stations aussi grandes. Les Italiens n'ont pas des stations aussi grandes. Les Suisses, les Autrichiens n'ont pas des stations aussi grandes. On a créé un outil industriel qui est unique au monde. Quand je dis industriel, bon, c'est la taille et c'est les méthodes. C'était très rationnel. Hein. Michaud, il est arrivé, il disait il y a tant d'hectares de pistes, ça fait tant de skieurs. Bon, tant d'hectares, 100 000 skieurs, 100 000 logements. Vallée des Belleville, par exemple. Bon, il faut faire 100 000 logements dans la vallée des Belleville. Aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait. C'est 25, 25, on a à peu près la moitié. Donc c'était très rationnel, c'était très, comment dire, c'était une machine de guerre. Et puis, Michaud, quand il faut construire une route, il arrive, il envoie les bulldozers, puis il va au bar du coin discuter avec les paysans, il boit un coup, ils se mettent d'accord, ils se tapent dans la main, ça marchait comme ça. Et c'était une espèce de machine inarrêtable. Donc toutes ces stations se créaient. Vous avez par exemple Boissonnat à Flaine, qui a de l'argent. Bon, c'est un investisseur, il arrive, il met de l'argent. Alors tous ces investisseurs, il faut savoir qu'ils ont perdu énormément de blé quand même dans l'histoire. Ils ont été les premiers. Le Corbier. Corbier, c'était j'ai oublié son nom, c'était un joueur de jazz de l'époque qui était extrêmement connu et qui a décidé d'investir son argent dans une station. Alors le Corbier, c'est comme les autres stations, on arrivait, il n'y avait pas de route, donc c'est des chemins en terre. Il montait l'eau de moulette, il arrivait sur le lieu de la future station, il n'y avait rien, il n'y avait que des alpages. Il fallait discuter avec le maire, il fallait discuter avec les paysans, il fallait acheter les terrains, il fallait les louer à la mairie, il fallait les convaincre que là on va construire un immeuble, là on va construire un restaurant, là on va construire un magasin de ski. Donc tous ces investisseurs en général, ils ont perdu pas mal d'argent. Il n'empêche qu'ils ont réussi à créer, par exemple, Flaine, voilà, toutes ces stations. Après, il fallait construire la route aussi. Alors là, c'était négociation. Donc, Michaud, il les laissé discuter entre le maire, etc. Et donc, tu prends combien? La route, moi j'en paye la moitié. Non, c'est trop. Donc voilà, c'était pas le Far West, mais presque. Avec toujours l'État français qui était derrière, d'une façon ou d'une autre, et qui poussait tout ça. Ça a duré jusqu'au début des années 70. On a commencé à voir les premiers grains de sable dans les rouages. Les grains de sable, c'est les avalanches de Val d'Isère. Vous vous souvenez de ça? Et de Tignes. On oublie qu'à la même période, il y a eu des avalanches. Tignes a été bloqué pendant 3 semaines ou un mois. C'était dantesque. On n'a pas connu ça. L'hiver dernier, c'était pas mal, mais on n'a pas connu ça depuis. Avalanche à Val d'Isère, traumatisme, l'UCPA. Et puis c'est là on découvre, en fait ils avaient construit, ils n'avaient pas de permis de construire. Puis là ils ont construit, mais ils ont le permis de construire 3 mois après. Bref, donc il y a 2-3 scandales qui commencent à sortir. C'est un peu difficile à vendre aussi, c'est pas évident. Il y a eu une année sans neige, après on a la crise de 73, bon. La machine se grippe un petit peu. L'État lance un deuxième plan 73-77, un deuxième plan où ils investissent un petit peu moins. Là, on commence à calmer. Et puis ensuite, 77, on a le discours de Val-Louise de Giscard. Et puis, dans la même lignée où l'État essaie de reprendre un petit peu la main, parce qu'en gros, qu'est-ce qui s'est passé? L'État a laissé les investisseurs prendre les risques, construire la station, en leur offrant les conditions favorables, mais c'est les investisseurs, les promoteurs, qui s'occupent de tout. Giscard 77, discours de Val-Louise, je vous résume, l'État reprend un peu la main sur les populations de montagne, le développement économique, bon ça suffit, c'est un peu l'anarchie, et puis ça mène à 85 la loi montagne. Et la loi montagne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend le pouvoir de décision des mains du promoteur et elle les remet dans les mains du maire. Je vous résume ce mouvement-là. Voilà. Aujourd'hui, on est encore dans les suites de la loi montagne, qui a été pas mal modifiée, amendée, je ne rentre pas dans les détails, si ça vous intéresse, je rentre plus dans le détail dans le bouquin. Les détails sont importants parce que ça explique aujourd'hui la façon dont les stations de ski sont gérées. Et c'est là où on va terminer un peu là-dessus. Tout ça fait qu'aujourd'hui, les stations de ski, le développement,
sont gérés par ce duo entre maire et exploitant des remontées mécaniques. Voilà. Et leur relation, elle est réglée par une délégation de service public, une DSP. Ça encore, c'est très français. Ça, il n'y a pas ça ailleurs. Donc aujourd'hui, on a des stations de ski avec un maire, un exploitant de remontées mécaniques, et puis un directeur d'office du tourisme, des ESF, et puis des socioprofessionnels, des commerçants, les restaurateurs, les loueurs. Bon, tous ces gens-là, vous en faites peut-être partie d'ailleurs, tous ces gens-là travaillent chacun dans leur couloir avec leur logique. Leur remontée mécanique dit ben, moi je vends du forfait, je fais des pistes pour descendre. Il y a des bouchons sur la route? Ah non, mais c'est pas mon problème. Ah, on met 4 heures pour monter dans ma station? Ah, mais c'est pas mon problème, moi je fais des remontées mécaniques et des pistes. L'office du tourisme, ben, c'est la promotion de la station, etc. etc. Donc aujourd'hui en France, on a une situation très particulière que je décris dans le bouquin, un écosystème très particulier où il n'y a pas vraiment de gouvernance. Alors s'il y a une gouvernance, c'est quand même celui qui ramène l'argent et qui fait bosser le plus grand nombre de personnes, c'est la remontée mécanique. Voilà. Mais on est dans une situation très fragmentée où c'est compliqué de prendre des décisions qui impliquent un peu de vision sur l'avenir, sur l'évolution des pratiques, l'évolution de la météo, le manque de neige, et puis l'évolution de qu'est-ce que ça va être une station de ski dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc dire que personne ne se pose cette question, elle est quand même un peu importante. Alors on commence à se la poser, parce que ça commence un peu. Avant on avait 6 mois pour rentabiliser des investissements de stations de ski, énormes investissements. Après c'est passé à 5 mois, aujourd'hui c'est 4 mois, décembre, janvier, février, mars. Puis bientôt ça risque d'être 3 mois et demi. Bon, voilà. Donc il y a des questions qui sont en train d'être posées, il y a des réponses qui sont apportées, mais que vont être les stations de ski à l'avenir? Pour le moment, il n'y a pas de travail sérieux, il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'études prospectives qui ont été faites de façon sérieuse. Voilà. Et j'espère que ça va arriver. Donc si vous voulez, les stations de ski aujourd'hui, elles sont le produit de cette histoire-là. Elles sont le produit de la façon dont elles ont été construites et la façon dont elles ont été accompagnées. Est-ce que vous avez quelques questions? Bon, jusque-là, ça va. C'est bien. Alors, la particularité des stations françaises, et vous allez comprendre rapidement en comparant avec l'Autriche. Une station autrichienne, les remontées mécaniques appartiennent à tout le monde, c'est-à-dire aux commerçants, à la commune, c'est-à-dire au maire, et tout le monde est actionnaire, tous les gens qui travaillent dans la station sont actionnaires de remontées mécaniques. Les remontées mécaniques, ce n'est pas une société privée à part qui doit faire des dividendes pour remonter à Paris, c'est une société qui appartient à tous les commerçants, c'est-à-dire que c'est un outil pour faire venir des skieurs dans les magasins. Donc ça veut dire que les Autrichiens réinvestissent 100%, parce qu'ils n'ont pas vocation à faire du bénéfice, ils réinvestissent 100% dans leur remontée mécanique. À chiffre d'affaires égal à l'année sur la montée mécanique en Autriche et en France, c'est à peu près la même chose. Les Autrichiens investissent 2 fois plus dans les nouvelles remontées mécaniques. Donc c'est x2, c'est pas plus 10%, plus 20%, c'est x2. Donc ils sont en train de prendre quand même pas mal d'avance sur ce qui était en France l'un des points forts des stations françaises, la qualité du domaine et la remontée mécanique. Ça c'est un petit exemple, voilà, pour vous montrer que la façon dont les stations de ski françaises se sont développées est très particulière et explique plein de choses sur la situation actuelle. Voilà, est-ce que vous voulez que j'insiste sur certains points? Là, je vous ai fait un tableau historique très rapide. Du coup, le forfait en Autriche, il est plus cher ou il est pareil qu'en France? Alors, en fait, là, en France, on a les forfaits les moins chers du monde. Ah non? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Par rapport au domaine, alors ça augmente très vite. On a un représentant du conseil municipal, ça augmente, mais ça reste. En Suisse, vous avez des forfaits à 80 €. Aux États-Unis, c'est 100, 110 € le forfait journée. Mais vous avez des forfaits saison beaucoup moins chers.
C'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Comment? Non, mais en Autriche, c'est moins cher, je crois. Les forfaits. Est-ce qu'il y a... Ah non, on n'a pas de réseau ici. Si, ça passe. Vous pouvez regarder. Regardez un forfait journée à Saint-Antoine, par exemple. On évite la réponse. Est-ce qu'il y a une période ou un sujet sur lequel vous vouliez rentrer un petit peu plus dans le détail peut-être sur les débuts, sur ouais. Ce qui est intéressant dans votre livre, ce que j'ai lu, c'est les pionniers, donc c'est tous ceux qui ont investi alors qu'il n'y avait pas d'études de marché, il n'y avait pas de... Personne ne savait si ça allait marcher ou pas, et c'est ces petits agriculteurs, et c'est là où il y a le lien avec l'agriculture qui est très fort. C'était souvent les agriculteurs qui investissaient tout. Moi, c'est mon cas, j'ai mon grand-père qui avait un téléski, et on doit tout à eux, et donc voilà, c'est ça le message, c'est les pionniers, c'est grâce à eux si on est là. Maintenant, il y a des enjeux qui sont énormes, parce que maintenant, il faut continuer, il faut se développer, mais en tout cas, voilà, c'était intéressant de mettre en avant ces pionniers, parce que ils ont tout investi, alors qu'ils ne savaient pas si ça allait marcher. Alors maintenant, on fait des études de marché surtout, mais à l'époque, ils faisaient ça comme vous l'avez dit, par passion, et puis tout est arrivé. Et ce qui est intéressant, c'est Saint-Maurice aussi, qui a eu les premiers clients l'hiver. C'était un hôtelier qui a proposé de venir l'hiver, parce que personne ne venait l'hiver, tout le monde venait l'été. Et il a proposé de venir gratuitement. Je crois que vous n'en parlez pas dans votre livre, de cette histoire-là. Comment les personnes... Je me souviens plus. Ouais, je crois. Non, mais je suis plus sur les stations françaises. Voilà. Comment on est arrivé à que personne ne venait forcément l'hiver, ça faisait peur, il y avait de la neige. Et c'est un hôtelier à Saint-Maurice qui a proposé à ses clients l'été de venir l'hiver gratuitement. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était exceptionnel, qu'on pouvait glisser, qu'on pouvait... Alors on glissait, mais sachant qu'on remontait à la force des mollets, il n'y avait pas de remontée mécanique. Donc on glissait, on montait, on glissait, on montait, on glissait. C'était quand même limité. Plus sportif. Et Chamonix-Saint-Gervais, puis Megève, on a des clients l'été. On a des clients l'été. Enfin, cela dit, si vous regardez quand même toutes les affiches, il y a une seule affiche qui parle de l'été, c'est celle-là. Oui. Chamonix. Tous les autres, alors il y a du patin à glace à Chamonix, il y a du hockey sur glace, il y a du ski nordique, du saut à ski. Et les autres, c'est vrai que c'est tout le sport d'hiver. Voilà, et en fait, il y a peu de... Voilà, il y a déjà des skis. Vous avez raison d'insister sur les pionniers. Il y a deux choses importantes qu'il ne faut pas oublier. C'est que quand on a construit les stations, on ne savait pas si ça allait marcher. C'est-à-dire qu'ils ont pris un risque et les investisseurs ont perdu de l'argent. On construisait, il fallait vendre vite pour rentabiliser. Il fallait vendre les apparts et puis pour rentabiliser la montée mécanique, puis pouvoir continuer à se développer. Parce qu'il y avait des banques derrière, et il y a certaines stations qui ont été, par exemple Val Thorens, c'était repris. Alors pour d'autres raisons, parce que l'investisseur c'était Pierre Schneebelen, qui aujourd'hui vit aux États-Unis, il a eu 2-3 problèmes avec le fils, du coup il est parti. Mais c'est lui qui construisait les immeubles sans permis de construire à Val d'Isère, c'est lui qui a développé Tin, c'est un visionnaire, mais un peu intruant. Voilà. J'ai appris qu'il avait sévi à la Clusa aussi, il a construit Tin le Lac, Tin Val Claret. C'est lui qui a lancé Tin Val Claret et qui a lancé Val Thorens, que personne ne voulait faire. Voilà. Et les meilleurs, c'était la station des gens de la vallée. Tout le monde bossait dans le magasin de sport, Monitor ou ski. Personne ne voulait monter à Val Thorens, c'était trop haut. Donc lui a lancé cette station. Et bon, ensuite, que font les banques quand elles ne sont pas remboursées? Elles saisissent le truc. Ce qui s'est passé à Val Thorens, elles font un consortium entre banques. Et puis elles disent, bon, on a ce truc-là, il faut qu'on en ait jusqu'au bout. Et donc elles continuent. Mais il y a plein d'histoires comme ça dans toutes les stations où c'était pas sûr que ça marche. C'était pas sûr que ça marche. On prenait un risque énorme. Madame du Grand Cerf, on disait, on a fait faillite, ça n'a jamais été fini, on avait été fini. Alors c'est un bout de station, je ne me souviens plus du nom, c'est lié à l'Alpe du Grand Cerf, mais c'est pas l'Alpe du Grand Cerf. Ouais, mais enfin c'est toujours resté comme ça. Ça c'est beaucoup plus récent. Mais il y a, c'est assez impressionnant, hein, vous avez un télésiège qui est en friche, qui est en ruine, voilà. Puis vous avez surtout des immeubles qui ne sont pas finis. Donc vous avez une barre d'immeubles avec une partie qui est terminée,
avec des gens qui habitent dedans, parce que ça vaut rien du tout. Donc, ils ont pu acheter un appart pas cher à la montagne. Et puis tout le reste, c'est ouvert, quoi. C'est du béton, tout ouvert, il n'y a pas de toit. Voilà. Ça, c'est des exemples de friches touristiques, on va dire, aux friches. Oui. Les arcs Bourg-Saint-Maurice dans les années 60, je crois. Qui c'est qui était le promoteur, le visionnaire en fait? Parce qu'il y a eu 1600, 1800 et 2000. Oui. Alors c'était, il y avait un local qui était Robert Blanc, oui, ça me dit quelque chose, oui. Il y avait Roger Godineau qui était l'architecte, et alors j'ai oublié, non, il y avait un investisseur derrière, mais à tous les trois, bon, ils ont créé surtout à Arc 1600, une architecture dédiée au sport d'hiver. Parce que ce qui est quand même frappant, c'est qu'à aucun moment, ou en tout cas des moments très éphémères, on va créer une architecture dédiée au sport d'hiver. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On construit des barres d'immeubles, ou on construit des chalets suisses, comme à Courchevel. Et des chalets suisses, ça n'existe pas en France. Voilà. Donc on va copier une espèce d'imaginaire de montagne. Il y a 2 moments, en France en tout cas, où on a créé une architecture pensée pour les sports d'hiver. C'est Arc 1600, notamment le bâtiment des Cascades, qui est extraordinaire, sur lequel a bossé Charlotte Périllon. Il est extraordinaire à la fois dans l'architecture, dans l'aménagement intérieur, inspiré de bateaux. Les appartements à l'intérieur sont faits comme des cabines de bateaux, pour gagner de la place, avec des tiroirs escamotables. Enfin, c'est très impressionnant. Il n'y a pas de vis-à-vis, et c'est conçu pour la pratique du ski. Voilà. Et puis, il y a un deuxième exemple frappant, parce qu'il est tellement petit, c'est les 2-3 premiers chalets de Courchevel. Courchevel a été créé par une décision du conseil départemental en 1945. Donc on est juste après la guerre. On est encore dans la reconstruction. Il y a des tickets de rationnement. Les ponts sont détruits. On circule il n'y a plus de tracteurs, donc on circule et on laboure les champs en ânes et en chevaux. Et ben à ce moment-là, le conseil départemental de la Savoie décide de construire une station de ski internationale à vocation sociale. Vous avez interdit de rire. Et à Courchevel. Alors dans les trois vallées. Donc ils vont aller voir la vallée de Belleville, qui leur dit non. Alors ça c'est encore tout un truc rigolo, mais ils avaient besoin d'une majorité au conseil municipal, donc ils montent au conseil municipal. Et en fait, il y avait toujours un gars qui partait. Ils n'ont jamais pu avoir parce qu'il y avait toujours un gars qui partait. Il faut que j'aille m'occuper du ménage. Il en manquait un, on ne peut pas voter, désolé. Bref. À Méribel, il y avait déjà une station, qui était une petite station qui se développait, donc ils ne voulaient pas de ça. Et ils sont installés à Courchevel, ils ont créé Courchevel en 1850. Ça a duré 2 ans, de 45 à 47, et puis à partir de 47, ça c'était l'anarchie, ils ont commencé à construire des immeubles, et puis il faut bien le dire, Courchevel 1850, c'est quand même super moche le front de neige, la partie d'origine. C'est totalement anarchique, ça n'a aucun intérêt. Mais entre 45 et 47, il y a un architecte qui s'appelle Laurent Chapy, qui a construit 2-3 chalets, qui sont aujourd'hui des exemples d'architecture. C'est très très beau, un peu sur pilotis, ils sont orientés d'une certaine façon, et ils sont conçus pour les sports d'hiver. On n'essaye pas de dupliquer des chalets de paysans avec des toutes petites fenêtres, parce que les maisons traditionnelles des habitants des vallées de montagne, il y a des toutes petites fenêtres parce que ça coûtait cher et qu'il fallait chauffer. Puis de toute façon, on était à l'extérieur toute la journée, on n'avait pas besoin de baies vitrées pour profiter de la montagne. Et puis il y avait des bêtes en dessous, on habitait soit à côté, soit à l'étage du dessus. C'est pas du tout adapté à la pratique des sports d'hiver. Donc Laurent Chapy, architecte visionnaire, il imagine ces chalets assez incroyables, vous pouvez les retrouver sur internet. Ça a duré 45-47. Après, il s'engueulait avec tout le monde parce que c'était une tête de mule, donc il s'engueulait avec Michaud. Et finalement, il n'a pas fait grand-chose, Chapy, au final. Il n'a pas réussi. Il avait imaginé pour les menuire une station qu'il appelait le Caravansérail des Neiges, une espèce de truc incroyable, avec un îlot perdu au milieu de la montagne. C'était, il y a eu des choses assez folles, mais à un moment, par exemple sur les menures, j'ai vu tous les projets d'architectes qui ont été présentés au concours. Il y a un moment, on va prendre celui qui est rentable, quoi.
Il y en avait un qui avait que des parkings souterrains. Vous arriviez et la route devenait des parkings souterrains et donc c'était totalement invisible et les immeubles étaient construits dessus. Bon, bah, ça coûtait trop cher, il fallait rentabiliser, et ça avait les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. Donc je reviens à votre question. C'était pas sûr que ça marche. Pendant longtemps, on s'est posé des questions. Il y a des stations qui ont fait faillite. À un moment, il y a l'État qui a dû rentrer dans le jeu. Il y a eu d'autres investisseurs, des consortiums de banques. Enfin voilà. Et puis, ce que vous dites sur les pionniers, c'est extrêmement important. Parce qu'au départ, c'est eux qui ont fait les choses. C'est des individus. C'est des individus comme tout. Quand il y a un changement à faire, ça part pas de la masse. Parce que la masse, en général, elle suit. Donc il faut un individu qui soit suffisamment énergique, volontaire, visionnaire. Robert Blanc aux Arcs. Alors, dans chaque vallée, on retrouve à peu près la même conjonction. Un local visionnaire qui va convaincre ses congénères que c'est une bonne idée. Un extérieur qui vient l'aider, lui apporter les contacts. Et c'est comme ça que, par exemple, Morzine, c'est un millionnaire de Genève qui bossait dans la finance, qui est venu à Morzine et qui a trouvé quelqu'un sur place qui était prêt à construire la station. Je reprends l'exemple des Menuires, parce que je le connais bien, mais je vous donnerai l'exemple de Bonneval-sur-Arc aussi, parce que c'est le contre-exemple. Au Menuires, il y a un moment, il y a eu un maire qui s'est dit il faut qu'on fasse cette station. Là, on est dans les années 60, Courchevel, marché du Feu de Dieu, Méribel aussi, il nous faut une station. Donc voilà. Le maire est pour la station. Joseph Fontanet, qui était un homme politique, dont vous devez vous souvenir, qui a eu plusieurs postes de ministre, dont ministre de l'Agriculture, de l'Éducation. Pardon ? Sous De Gaulle, ouais, et Pompidou, de mémoire. Il a été assassiné au milieu des années 70. Joseph Fontanet arrive et se met d'accord avec Nicolas Jay. Et tous les deux, grâce au pouvoir de persuasion de l'un sur sa famille et ses compatriotes, et puis sur l'entre-gens, les connexions politiques et cette capacité à ramener des investisseurs de l'autre, et c'est comme ça qu'ils ont construit d'abord la station des Menuires. Puis Joseph Fontanet est devenu maire de la vallée. Puis ils ont construit la station de Val Thorens. Je vous donne un petit exemple. À Val Thorens, les gens disaient ok, nous on veut bien venir créer des commerces, par contre il n'y a pas d'école. S'il n'y a pas d'école, on ne peut pas habiter là-haut. Coup de bol, il se trouve que Joseph Fontanet est ministre de l'Éducation. Bon, il y a une école à Val Thorens. Voilà, c'est comme ça en fait que se sont construites les stations, avec un extérieur. Boissonnat, à Flaine, Bonneval-sur-Arc. Bonneval-sur-Arc, qui a un fils de banquier, héritier, qui descend de Val d'Isère, qui découvre Bonneval-sur-Arc, qui adore ce lieu. Alors il était destiné à devenir banquier, comme son père, il arrive à Bonneval-sur-Arc, cette station est géniale. Il est resté sur place, et il a aidé les... Vous êtes déjà allé skier à Bonneval-sur-Arc ? C'est tout au fin fond de la Maurienne. Ça fait 23 heures de route pour aller jusqu'au fin fond de la Maurienne. Bon, là, c'est un terrain incroyable. Il y a des glaciers, il y a des séracs. Il y a une toute petite station, un peu comme à Rèche-Beaufort. Et là, ce fils de banquier décide de rester là. Et il a aidé les locaux à s'organiser. Et ils ont refusé le plan neige. Ils ont résisté à ce mode de développement du plan neige. Et ils ont dit, non, on va faire différemment. Moi, je veux transformer chacun des habitants en investisseurs. C'est-à-dire que toi, tu as un bout de terrain, et tu construis des immeubles, des appartements pour du locatif, et puis tu te fais un magasin dessous. Et en fait, à Bonneval-sur-Arc, c'est une station qui s'est développée très lentement, mais de façon hyper saine, où chacun est propriétaire de son magasin, de ses logements. Et puis, il n'y a pas des grands développements, il n'y a pas des dizaines de milliers de lits, mais c'est un autre modèle de développement. Voilà. Il y a une vallée clavière vers Briançon, là-bas. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, à l'époque, c'était un des terrains qui avait été identifié par Michon, disons là, dans cette vallée, il faut qu'on fasse une station internationale. Investisseurs, on débarque, les bulldozers, donc les locaux ils se sont mis en travers.
Et avec l'aide d'une personne extérieure, je crois qu'il y a, c'était un banquier aussi, qui débarque. Isola 2000, pareil, c'est un investisseur extérieur, super dévolu aussi, voilà, toutes ces stations. Donc à Clavières, ils ont réussi à bloquer les projets d'aménagement. C'est à le tribunal, ils ont vraiment résisté. Aujourd'hui, C'est pas Servières. Servières, pardon. Vous avez Servières, raison. c'est en Italie. Oui, oui, C'est de l'autre côté. c'est juste à côté. Ouais, ouais. Servières. Ouais. Et Servières, ils ont bloqué les projets de développement. Ils ont résisté au plan neige, aux investisseurs. Et aujourd'hui, c'est une station qui n'a pas de remontée mécanique. Ils ont quelques pistes de ski de fond. Voilà. Donc, c'est un autre développement. Voilà, je vous raconte ça parce qu'on on avait aussi d'autres choix. Bon, il y a une minorité qui ont réussi à résister et à faire ce choix-là. Voilà. Et alors, du coup, je m'égare un peu, mais sur les pionniers, Pierre Montaz, qui a plus de 90 ans maintenant, c'est un des pionniers de la création des téléskis. C'est lui qui a inventé le téléski moderne. Avec bon, c'est un peu technique, mais la façon dont ça s'accroche sur le câble, le système de démarrage, c'est lui qui l'a inventé dans les fins des années 30 et dans les années 40. Et il a construit un paquet de remontées mécaniques. Et lui a fait un bouquin justement sur ces pionniers. C'est-à-dire qu'il a décidé de faire un livre sur tous les constructeurs de téléskis, des artisans, des bricoleurs qui ont fait leur téléski dans leur coin, à Pralognan, voilà, on avait un bout de terrain, on construisait un téléski. Et il a fait un bouquin sur ces pionniers-là. Et c'est souvent des gens qui n'avaient pas d'intention de développer, d'investir, mais ils avaient juste senti le truc. Et puis on rajoute à ça des hôteliers, on rajoute à ça un maire, un peu visionnaire qui décide de lancer le truc, on rajoute à ça un investisseur, etc., etc. Et en fait, les stations se sont construites comme ça sur des individus, vraiment, sur des individus qui ont réussi à convaincre les autres. Encore dans la vallée des Bellevilles, il y avait une pièce maîtresse qui manquait, qui avait empêché le développement de la station, c'était le curé. Le curé était contre les sports d'hiver. Bon, ils ont changé de curé. L'abbé Romanet, qui était skieur, qui me faisait le caté quand j'étais petit, et il était skieur, et lui, il a été une force vraiment de changement pour les convaincre d'adopter cette station de ski. Voilà. Donc c'est vrai, tous ces pionniers-là, et on peut parler aussi des gens, des Italiens qui sont venus bosser en France, qui ont construit les remontées mécaniques, qui ont coulé du béton à 2500 mètres d'altitude. Il y a 2-3, j'ai fait en sorte de leur donner de la place quand ils racontent qu'ils coulent du béton à 2500, que le vin gèle pendant la nuit, tellement il fait froid, on montre leur fiche de paye, leurs heures de travail, ils racontent tout ça, c'était une autre époque, quoi. Ils bossaient jour et nuit, ils bossaient dans des conditions incroyables, voilà. Et ces gens-là, qui ne sont pas connus, qui n'ont pas laissé leur nom, comme les autres, eux aussi sont des pionniers qui ont construit les stations. Sur l'aiguille du Midi, ça a duré combien de temps déjà? Alors, Midi, en plusieurs phases. Je me souviens plus, mais il y avait un investisseur un peu visionnaire qui voulait relier Chamonix à Courmayeur. Voilà. Lui, l'italien. Ouais, c'est un Italien. Ouais. Sur l'aiguille du Midi, il y avait le Bronner derrière. Enfin, c'est quand même des personnalités, puis c'est pas forcément des skieurs d'ailleurs, mais c'est des personnalités incroyables. Et l'aiguille du Midi a été construite à une époque où il n'y avait pas d'hélicoptère. Voilà, on connaît l'histoire. Hein. Pierre Montaz a envoyé une photo et il disait on montait les poulies à dos d'homme, on montait les câbles et les poulies à dos d'homme. Voilà, il n'y avait pas d'hélico. La Solire, la première Solire, hein, comme l'aiguille du Midi, construite dans les années 50, il n'y avait pas d'hélicoptère. Donc il fallait tout monter à dos d'homme. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui. Ouais. Voilà, il y a un autre sujet sur lequel vous voulez un peu creuser ou... Pardon, de quoi? Ah, je vois que tu parles de... C'est 50 tonnes? 54,50 €. Bon, on n'est pas loin des 55 € à Tignes ou dans les 3 euros. Comment? Je disais même ici, c'est très les
ou la vallée de Cham. Oui, Nous, c'est pas Ouais. 50. C'est combien ici? 47. C'est 47, 47. On n'est pas très loin, quoi. On n'est pas loin. mais- Juste pour Saint-Germain. Les Saint-Germain, trois, ça- Évasion. Grande évasion. L'évasion. D'accord. Évasion, hein, Avec c'est la ça. Conglou, jusqu'au Contamine. Ah ouais. Enfin, dans la journée, ça fait beaucoup quand Ça même. fait quand même cher. En fait, c'est pas ça qui est très cher, c'est quand vous additionnez la totalité. Le logement, le matériel, Ah, oui. etc. C'est quand même des vacances. Non. Le tourisme, oui. Pas pour tout le monde. Mais ça a toujours été cher. Et si vous- C'est vrai. pour faire accepter. Au début, c'est vrai. Alors, ça a toujours été cher, sauf qu'avant, il y avait ces comités Oui, il y a d'entreprise, des comités la d'entreprise. Poste, EDF, etc., Ouais. qui amenaient beaucoup. Et puis, il y avait les classes de neige aussi, qui n'existent quasiment plus. Ça pose problème, et c'est la dernière partie de Il a la essayé de démocratiser les sports d'hiver, après les années 60. D'abord, dans les années 60, c'était la période où on démocratisait les loisirs en général. C'était la première fois où on avait des loisirs. Et puis, on avait une voiture pour profiter des loisirs. Puis, on avait un peu d'argent pour profiter des loisirs. Et un peu de temps. Bon, donc, on a démocratisé ça. Les stations, pour convaincre de la construction d'une station, il fallait dire oui, mais elle a visée sociale. Ah non. Les Minions, c'était pareil, c'est une station sociale. Ben non. Non, c'est des stations de. Qui est-ce qui achète les appartements? Ce sont des gens qui ont de l'argent à investir et qui achètent des appartements. Il n'y a rien de social, à part les comités d'entreprise. Le VVF. Est-ce que ces comités d'entreprise, ou le CPA, ce genre de choses, ils étaient impliqués dès le départ dans ce plan neige, dans la construction de ces stations? Non. Ou ils ont été. Non, c'est après, pas c'est Ils bon. sont venus après, ouais. Mais pareil, ce modèle de développement, disons, va créer les logements. Ce seront des appartements privés, qui appartiennent à des propriétaires qui le loueront. Ça, par exemple, en Autriche, ça n'existe pas. En Autriche, c'est des pensions de famille ou des hôtels. Modes de développement qui ont été encouragés dans l'après-guerre par le gouvernement, en octroyant aussi en Suisse des prêts sur 100 ans, par exemple. Pour rénover un hôtel, vous avez des prêts sur 100 ans que vous pouvez transmettre à vos enfants. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de familles en Autriche, ou en Italie, ou en Suisse. Il y a beaucoup de familles encore qui gèrent un hôtel, un restaurant, parce que c'est... Les grands-parents Voilà, un grand-parent qui a pris c'est un mode de développement, enfin en tout cas de logement, qui est aussi là différent. En France, vous êtes propriétaire de votre appart, il faut le louer, ça pose plein de problèmes aujourd'hui, des rénovations. Quand vous avez un immeuble avec 45 propriétaires différents, et qu'il faut le rénover, le mettre aux normes, faire une salle de bain dans chaque chambre, agrandir, etc., c'est compliqué. Voilà. Donc ce bouquin, vous pouvez le trouver Oui. dans la maison de la On presse. va À légaliser Saint-Germain. la maison de la presse. Voilà. Oui. Une dernière question justement sur le bouquin, combien de temps ça vous a pris et quelles sont les sources que vous avez utilisées en fait pour... Alors le temps que ça m'a pris, c'est pas très significatif parce que si vous demandez à un menuisier, t'as mis combien de temps pour faire la chaise, il va vous dire moi j'ai mis une demi-journée. Si vous me demandez combien de temps j'ai mis pour faire une chaise, je vais vous dire j'ai mis une semaine et puis elle a que 3 pieds. Voilà. Donc c'est pas significatif si vous voulez parce que moi c'est mon boulot, donc ça vous parlera pas. Et puis c'est un univers dans lequel aussi je travaille depuis des années, donc il y a énormément de choses que j'avais déjà en tête. Il n'empêche, pour tenter de vous répondre quand même, le plus long c'est d'interviewer les gens. Et moi je suis journaliste, je ne suis pas du tout historien, j'aurais peut-être dû vous dire ça au départ. Je suis Oui, pas... exactement, c'est pas. Voilà, je ne me suis pas présenté, Non, je suis désolé. Voilà. Donc moi je suis journaliste, mon métier c'est d'écrire et puis de faire plein d'autres choses, mais ma base, ma formation elle est journaliste, elle n'est pas historienne. Donc quand j'aborde un sujet qui est en partie historique, parce que la moitié du livre parle de l'organisation des stations aujourd'hui et des défis de demain. On n'en a pas trop parlé, mais le manque de neige, le renouvellement des générations, les jeunes ne skient plus. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Développement des nouvelles pratiques, on réserve au dernier moment, on veut faire plein de sports différents, donc tout ça est en train de faire changer les stations. Donc moi je l'aborde comme un journaliste, c'est-à-dire que je vais compter sur les gens que je vais interviewer. Donc je les sélectionne sérieusement, et j'ai passé beaucoup de temps à interviewer, j'en
ancien directeur du SNTF, qui aujourd'hui s'appelle DSF, Domaine-Skiable de France, qui est le syndicat professionnel des remontées mécaniques. C'est un livre qui a été fait en partenariat avec DSF. Donc d'où le focus un peu plus accentué sur le côté remontée mécanique, délégation de services publics, gouvernance. Voilà. Donc je passe beaucoup de temps à interviewer, à faire parler ces gens-là. Je passe du temps dans les archives, des bouquins existants, et puis des photos qu'on me donne, ou des vieux livres qui sont plus édités, que je trouve sur Internet. 74, La neige empoisonnée, une enquête d'une journaliste notamment sur Val d'Isère et un peu tous les problèmes qu'il y a eu dans la construction des stations, on n'a pas de permis de construire, on construit dans des couloirs d'avalanche, etc. C'est une enquête journalistique. Donc je passe un peu de temps là-dessus. Et puis je vais faire parler des gens qu'en général je connais déjà ou que j'identifie comme étant intéressants, et puis j'essaie de varier. Par exemple, je vais faire parler un directeur des remontées mécaniques qui a bientôt 75 ans, qui a créé Val Thorens, donc qui a une vision depuis 68 jusqu'à aujourd'hui, qui a travaillé avec Pierre Schneiderlin, Pierre Josserand, qui est encore aujourd'hui président de la Société de remontées mécaniques de Val Thorens, qui est une exception parce qu'elle elle est indépendante. Pour une grande station de cette taille-là, c'est une exception. Toutes les autres appartiennent à la Compagnie des Alpes. Lui, il s'est démerdé pour pas appartenir à la Compagnie des Alpes. C'est un gars qui est brillant, qui est visionnaire, c'est un gazard. Donc on avait des polytechniciens, je vous ai parlé de Maurice Michaud, puis après on a vu arriver les gens des arts et métiers dans les années 70. Donc il y a une vision un peu différente, puis aujourd'hui on a plutôt des gestionnaires, ingénieurs, gestionnaires. Donc on avait des pionniers, des paysans, des bricoleurs. Ensuite on a eu des gazards qui sont arrivés, et puis à la tête des stations, et puis aujourd'hui on a plus des ingénieurs et des gestionnaires. Donc un Pierre Josserand qui a 75 ans, qui est à la tête des remontées mécaniques de Valto depuis 68, qui a Val Thorens, ils ont la moitié de leurs remontées mécaniques, c'est des prototypes. Le funital à 2 câbles, le double embarquement, tout ça, c'est des choses qu'ils ont créées là-haut. Donc c'est un type super intéressant, qui a 75 ans, il peut dire des choses que les plus jeunes ne peuvent pas dire. Après, je vais faire parler un Jean Rigaldo, qui est directeur du domaine skiable de La Rosière. Bon, La Rosière, petite station qui appartient pas à la Compagnie des Alpes, mais c'est une plus petite station. Ils ont, je ne sais plus comment s'appelle la boîte qui gère la remontée mécanique, mais ils ont aussi Valmorel, par exemple. Bon, lui, il a 32 ans. C'est un ingénieur. Donc lui, il a le profil moderne. Puis quand ces deux-là vous disent à peu près la même chose, c'est intéressant. Mais voilà, j'essaie de confronter. Après, je vais aller voir un Pierre Montaz, 90 balais, qui va nous sortir des archives incroyables. Là, on a des dessins de téléskis qui n'avaient jamais été publiés. On a celui-là, par exemple. Voilà. Ça c'est... mais il faut aller voir Pierre Montaz chez lui, il faut passer une demi-journée, il vous paye le café, il n'entend pas trop, il faut répéter 4 fois la question. Puis quand vous ne comprenez pas, il regarde, tu comprends ou pas ce que je te raconte? Il a 90 balais. Et voilà, donc j'ai passé du temps en fait à parler avec les gens. Et puis, mon métier de journaliste, c'est de clarifier, d'expliquer. Et puis c'est aussi d'essayer de faire vivre une époque. C'est-à-dire de trouver les petits détails, les petits faits, les petites anecdotes, comme je vous parle du vin qui gèle pendant la nuit. Essayer de faire geler du vin, il faut vraiment qu'il fasse froid. Bon, ben voilà, ça résume les conditions de travail des manards qui coulaient du béton pour faire les socles des gardes à rive. Donc voilà mon boulot. Et puis après, il y a l'éditrice qui, elle, s'est occupée du choix iconographique. Et ça, c'est un gros boulot parce qu'il y a une grosse iconographie dans ce bouquin. Voilà, puis une fois que j'ai fait ces interviews, il faut écrire. Il faut prendre des petits morceaux puis les mettre dans le bon ordre. Et un petit détail intéressant, par exemple, c'est qui vous éclairera sur la façon de travailler, c'est qu'au début, on n'avait pas du tout prévu de parler de ces délégations de services publics. C'est un terme technique, c'est un peu chiant, on va peut-être pas rentrer dans le détail. Et puis en fait, au fur et à mesure que je parlais avec les gens, je me suis rendu compte que ces DSP, elles sont au cœur de tout ce qui se passe aujourd'hui dans les stations de ski. La DSP, par sa durée limitée, 15 ans,
eh ben, elle bloque les investissements des remontées mécaniques. Parce qu'un exploitant de remontée mécanique, il doit travailler avec un actif qui ne lui appartient pas. Les remontées mécaniques ne lui appartiennent pas, les terrains ne lui appartiennent pas, mais il doit quand même investir. Donc lui, il dit, moi, si j'ai une DSP de 15 ans, j'investis et j'amortis sur 15 ans. Parce qu'à la fin des 15 ans, la délégation de service public est remise en jeu et je peux éventuellement perdre le truc. Et voilà. Donc, ça explique aussi pourquoi il y a moins d'investissement en France qu'en Autriche. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. On rallonge les DSP. Tiens, moi, je voudrais faire ça. Ok, d'accord, mais j'ai besoin de 5 ans ou 10 ans de plus de DSP. Ouais, mais bon, là, la préfecture dit, ah, mais bon, là, t'arrives au bout de la DSP. Moi, je peux pas faire plus que, je crois que c'est 25 ans maximum, ou 30 ans. Je peux pas faire plus. Ouais, mais il faut que j'investisse. Bon, voilà. Donc, la DSP, je me suis rendu compte en discutant qu'elle était au cœur du développement des domaines skiables. C'est-à-dire que ça implique pas seulement les remontées mécaniques, ça implique le domaine skiable en général. Du coup, j'ai passé énormément de temps à expliquer, clarifier ce qu'était une DSP. Même si c'est un point technique, c'est un point technique qui détermine énormément de choses aujourd'hui. Voilà. Ça répond à votre question ? Et dans les interviews que vous avez pu faire, est-ce que la question des stations de demain et de toutes ces transformations, ce qui se passe aussi en Suisse, de déconstruire en fait certaines stations parce qu'il y a un manque de neige ou plus la même attractivité pour le ski ou une diversification des sports d'hiver, est-ce que ça, ils vous en parlent dans les interviews ? Alors, j'ai fait parler, j'ai discuté avec une chercheuse de l'université de Grenoble, Emmanuelle Marcel. C'est une femme. Et elle est spécialiste de l'histoire des stations de ski et de la gouvernance des stations de ski. Et je lui dis, mais quelles sont les stations qui ont fait des études prospectives ? Et comme ça se fait dans le tourisme par ailleurs, le Club Med, ils font des études prospectives. Dans tous les domaines, vous avez un moment dans votre business, vous vous demandez, bon, à quoi ça va ressembler dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ? Mon client, ça sera qui ? Il dépensera combien ? Il viendra d'où ? Qu'est-ce qu'il voudra ? Comment il va consommer mon produit ? Vous vous posez la question dans tous les domaines. C'est presque logique. Vous savez que la prospective, c'est forcément faux, mais au moins ça vous donne des directions. Vous faites travailler des sociologues, vous faites travailler des spécialistes qui vont capter des signaux faibles et qui vont vous dire, ouais, attention, là il y a une tendance qui est en train d'apparaître, qui coche pas mal de cases. Il semblerait que ça puisse grossir à l'avenir. Bon. Donc je demande à cette chercheuse de Grenoble, l'université de Grenoble qui est spécialisée dans les stations de ski, je dis quelles sont les stations qui font ce travail de prospective, qui nous paraît évident. Quand je vous dis comme ça vous paraît évident. Vous avez un business, vous dites, mais attends, dans 10 ans, ça sera qui mon skieur ? Il viendra quand ? Il réservera comment ? Il achètera quoi ? Qu'est-ce qu'il voudra faire chez moi ? Est-ce qu'il consommera encore mon produit ? Et là, il y a un petit silence au bout du fil. Je me souviens très bien, je faisais l'interview dans ma voiture, parce que c'était compliqué d'avoir un rendez-vous, j'étais dans ma voiture avec mon ordi sur les genoux. Silence. Et là, je lui dis, mais, c'est-à-dire, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a aucune station qui fait ce travail-là ? Elle me dit, non. Voilà. Mais c'est logique. Parce qu'il faut quand même des investissements quand même. Oui, mais c'est logique. Revenons à la DSP. Pierre Josserand qui investit, il a créé des trucs incroyables à Val Thorens, je ne sais pas combien, c'est un mec, je ne sais pas combien de millions, de dizaines, de centaines de millions d'euros, il a mis en jeu sur la table depuis 50 ans. Quand je lui pose cette question, parce qu'on se connaît, et puis il est très diable, je lui pose cette question, il me dit, mais moi je m'en fous. Moi, ma délégation de service public, elle dure 15 ans. Au-delà de 15 ans, c'est plus mon problème. C'est plus mon problème. Ce ne sera peut-être pas moi qui dirigera les remontées mécaniques, qui exploitera les remontées mécaniques. Le maire, il n'est pas câblé pour ça. Le maire, il a plein d'autres trucs à gérer. Il est parti, le conseil municipal. Le maire, il a plein d'autres trucs à gérer. Il n'est pas câblé pour ça, il n'est pas formé pour ça. C'est pas dans son ADN de le faire. Bon, qui va le faire ? Le commerçant qui loue des skis ? Ah ben non. Ah non, surtout pas. S'il reste, personne. Alors, cela dit,
c'est quand même en train de bouger, parce que vous avez une nouvelle génération qui arrive. Je vous ai parlé de Jean Egaldo qui a 32 ans, qui est très lucide sur la situation, tout comme Pierre Josserand. Ils sont très lucides sur la situation, c'est des gens intelligents, brillants même. Pierre Josserand est un homme brillant, Jean Egaldo est brillant, et il y en a plein d'autres. Ils voient très bien ce qu'il faut faire. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, et puis il y a des choses qui commencent à mettre en route. Donc il y a des études qui commencent à sortir sur pourquoi les jeunes ne skient plus. Voilà. Une étude qui a été faite, mais c'est une étude qui a été faite de façon, entre guillemets, individuelle. Encore une fois, j'aime bien, vous avez insisté sur les pionniers. Aujourd'hui, ça va être des pionniers, des individus qui vont impulser ces petits changements. Exemple, le ski de randonnée. Le ski de randonnée qui se développe dans les stations. Bon. En gros, je vous résume la situation. On a des randonneurs qui montent sur les pistes, ils nous emmerdent, on ne peut pas damer, ils ne payent pas de forfait. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. La situation, c'est ça aujourd'hui. Donc il y a 2-3 stations qui vont créer des itinéraires. Puis il y a des stations avec des mais c'est toujours des individus, hein. Ça ne vient pas d'en haut, ça vient d'individus. Un moniteur de ski, un loueur, un directeur d'office du tourisme à Combloux, qui prend les choses en main, qui dit attendez, on va faire les choses bien, on va créer de la valeur avec ça, on va offrir un nouveau produit à nouveau. Voilà. Et puis les choses se mettent en place, et puis après vous regardez ce que fait le voisin, ah, il dit c'est pas mal son truc. Et vous copiez, et puis après, voilà, ça marche comme ça. Mais c'est toujours au départ des individus, à la Plagne, il y a 2 ans, ils ont créé 7 itinéraires de randonnée. Bon, c'est un bonhomme qui a porté ça. Voilà. Donc, un peu chacun dans leur coin, il y a des pionniers qui créent ça. Et puis, qui dit qu'un jour, il n'y a pas une société de remontée mécanique qui va dire bah nous, on va démonter 4 remontées mécaniques, parce qu'on a fait un peu on les a payées, donc c'est bon. Plus elles vieillissent, plus elles nous coûtent cher, parce que les entretiens de tous les 15 ans, et ça devient tous les 10 ans, puis après tous les 5 ans, ça commence, plus elles vieillissent, plus elles coûtent cher. Donc là, on va les démonter, et puis on va créer des itinéraires de rando sur toute une partie des domaines. Ça vous paraît logique, ça? Bon, bah, il n'y a aucune station de ski qui a l'intention de le faire aujourd'hui. Mais je pense que dans quelques années, on va y arriver. Voilà. Donc c'est quand même en train de réfléchir. Il faut pas buter, parce que ça va pas durer comme ça. Il faut trouver d'autres alternatives que le ski vraiment de piste. Voilà, alors là, je ne sais pas, mais je ne fais pas de la prospective. Moi, j'entends parler des gens, je les écoute. Regardons les affiches, hein. Regardez les stations de ski, elles ont commencé comment? Avec du saut à ski, avec du patin à glace, avec du hockey. Oui, c'est pour ça, il faudra peut-être revenir sur les bandes. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est des questions qu'il faut se poser. Juste par rapport aux études, c'est pas forcément vrai, parce qu'on a des études marketing dans le tourisme qui expliquent un petit peu où aller, parce que quand même, la France est quand même une grande destination. On a Savoie-Mont-Blanc, qui est un organisme qui permet d'avoir plutôt des études marketing sur où aller pour quel type de clientèle. Après, ce qu'il n'y a pas, effectivement, c'est sur l'aménagement du territoire, sur comment aménager en fonction effectivement des contraintes de manque de neige. Voilà, ça, il n'y a pas. Par contre, on a du marketing, et ça, c'est normal, on est des grandes destinations. Bien sûr. Voilà. Donc, au niveau marketing, ça existe un peu. Maintenant, c'est comme les modes, on ne sait pas trop où ça peut aller, parce que les modes, les courts séjours, ça n'existait pas il y a quelques années, tout le monde part en court séjour. Et ça, l'anticiper, c'est pas facile. Toi, tu travailles pour l'Office du tourisme. Voilà, pour l'Office du tourisme. Et c'est vrai que la montée mécanique, elle, ne se pose pas la question. C'est vraiment Moi aussi, parce qu'ils travaillent aussi avec les offices. Ça dépend des stations. En fait, c'est sur certaines stations, le clivage entre la montée mécanique et l'Office du tourisme est assez bien prononcé. C'est vrai qu'après, il y a des stations comme Saint-Ger qui travaillent vraiment ensemble et qui vont développer un produit global. Toi aussi, tu le fais sur Pras-sur-Arly. Et du coup, là, ça va être vraiment intéressant parce que vous allez tous aller dans le même sens, d'avoir un produit et quelque chose qui soit cohérent, global, et puis vraiment en lien avec ça manque même, le tourisme en France manque. C'est le créateur du Club Med disait, mais on manque de bons professionnels parce qu'il n'y a pas forcément de formation, il n'y a pas de... Et à un bout d'un moment, au début du Club Med, justement, il disait, c'est un visionnaire, c'est une personne, il disait, mais ça manque quand même de très bons. Et actuellement, le tourisme, d'ailleurs, on n'a pas de ministre, à un moment donné, c'est géré, c'est un cadeau tombé du ciel, mais il y a tellement d'emplois, il y a tellement de choses indirectes que ça mériterait quand même d'avoir des meilleurs organismes et donc d'avoir des solutions sur le long terme.
Aujourd'hui, le poste de directeur de station n'existe pas en France. Voilà. Un directeur de station qui puisse à un moment avoir la main sur l'ensemble des acteurs d'une station, ça n'existe pas. Et je ne dis pas que c'est un meilleur ou un système moins bon, mais ce qu'on constate, c'est qu'en termes de capacité de rapidité d'adaptation, c'est pas génial. Aux États-Unis, vous avez un directeur de station, quand il dit bon, on se met sur la rando, c'est parti, et il impulse ça dans les magasins de location avec du matériel, dans les écoles de ski avec des cours et des produits typés rando, aux remontées mécaniques avec des forfaits rando, et puis en com extérieur, là, on va parler de ça. Donc ça, c'est efficace. En France, on n'a pas ce système-là. En France, c'est chacun travaille dans son coin. Alors parfois, il y a des OT et des remontées mécaniques qui arrivent quand même à travailler ensemble, évidemment. Et ils sont condamnés à travailler ensemble de toute façon. C'est comme le résumait le maire de Saint-Martin-de-Belleville et Pierre Josserand, ils sont obligés de travailler ensemble. Ils sont obligés de s'entendre. Et c'est ce qu'a voulu la loi montagne, rééquilibrer. C'est quand même le maire qui a les mains sur la destinée des stations de ski. Les communes supportent de domaines skiables. Voilà. Alors, ne voyez pas ça comme étant pessimiste du tout. C'est juste que, comme à cette époque-là, qu'on voit sur les affiches, c'était en cours de changement. Là, vraiment, j'insiste parce que j'aime bien, c'est juste avant les grands changements, la création des grandes stations. Aujourd'hui, on est aussi à une époque où il faut s'adapter. Prenez l'exemple d'Airbnb, ça modifie totalement la façon dont on réserve en station de ski. Bon, voilà, il faut s'adapter. Il y a la rando qui explose. Comment on accueille les randonneurs? Pourquoi ils font de la rando? On ne comprend pas. Posez-leur la question. Le forfait est trop cher. Les pistes, c'est des boulevards, on s'emmerde. Les raquettes aussi. Les raquettes, j'ai envie de faire. Il y a la profondeur des stations de ski aussi. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ceux qui en font en dehors des stations de ski, c'est ceux qui en font sur les domaines skiables et qui sont souvent des débutants. Bon, ça, c'est aussi une tendance. Les jeunes ne font plus de ski. Comment est-ce qu'on fait revenir les jeunes au ski? Voilà. Donc il y a quand même pas mal de questions auxquelles il faut trouver des réponses. Il y a quand même la différence entre les stations d'altitude, comme le bateau, comme le Val d'Isère, les stations de moyenne altitude, où ça commence à devenir un peu problématique à certains moments aussi. C'est vrai. C'est pas tout à fait les mêmes produits. On est toujours de la veille entre guillemets. C'est quand même pas très simple, là. Pas non plus tout simple. Et puis les stations d'altitude, c'est des tailles totalement différentes. Vous n'avez pas des stations de moyenne altitude qui ont 25, 30 000, 35 000 lits. Non. C'est des stations d'haute altitude qui sont structurées comme ça. Enfin voilà, j'espère que ça vous a éclairé un peu sur l'histoire globale, parce que c'est intéressant de voir comment d'où on vient, où on va. Où on va après, moi j'ai pas la réponse, mais